Donc, je vais juste commencer à introduire le thème du jour. Donc, le thème du jour, c'est ce qu'on appelle les couverts végétaux d'hiver. Donc, les couverts d'hiver, les intercultures, parfois on va dire engrais verts. Bon, j'aime pas trop le mot engrais vert, on va y revenir là-dessus. Je préfère le terme de couverture végétale parce que ça, voilà, ça va bien au-delà du fait d'apporter un engrais au sol, bien au-delà. Et donc là, en ce moment, on est en plein dans la saison. Typiquement, là, on est à la fin des cultures d'été. Donc, les tomates arrivent à leur fin, les courges arrivent au bout de leur cycle, les courgettes, la plupart des légumes d'été arrivent au bout de leur cycle. Et donc, souvent, là, on a le choix. Soit, comme il est tard en saison, il est difficile d'implanter sur une récolte, une culture à ce moment-là. Donc, la plupart du temps, les potagers vont se retrouver à nu pendant la fin de l'automne et les mois d'hiver jusqu'au début du printemps, voire jusqu'au printemps avancé, suivant la culture qu'on va mettre dessus. Donc là, l'idée bon, que vous connaissez, hein, que je défends dans mon blog depuis le tout début, c'est vraiment de laisser le moins possible sol à nu, voire pas du tout si possible, et d'avoir soit un mulch dessus, donc là on va pas trop parler de ça aujourd'hui, j'en ai beaucoup parlé dans d'autres conférences, soit on va mettre des plantes vivantes. Donc là c'est l'intérêt, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, de ces plantes vivantes que l'on va mettre dans le sol. Donc là, deux possibilités, soit mettre des cultures, alors c'est pas forcément toujours possible dans tous les climats. Il y a quand même beaucoup de cultures qu'on peut implanter encore à l'automne bien avancé. On peut par exemple aller repiquer des salades d'hiver, hein, de la mâche, des salades d'hiver, on peut aller semer des fèves. Là, on peut commencer à semer des fèves dans les climats doux plutôt, hein, par exemple dans le sud-ouest, hein, d'où je suis originaire. Là, voilà, ça va être la saison du semis de fèves va commencer. On peut semer des pois d'hiver aussi. Hein, donc là, par exemple, les pois fourragers d'hiver souvent sont en forme d'excellents petits pois, donc que l'on peut faire aussi. On peut faire on peut faire toutes sortes de cultures. C'est pas forcément les plus courantes, les plus connues, mais il y a encore des cultures. On peut encore implanter des échalotes. On peut implanter certaines aliacées, certaines variétés d'oignons qu'on peut aussi implanter encore à ce moment-là. Voilà, donc c'est assez. On a quand même un certain choix de cultures que l'on peut encore implanter maintenant. Et bien sûr, alors on ne va pas forcément en mettre sur tout le potager. Hein. On est quand même assez limité en choix, donc on ne va pas mettre des cultures sur tout le potager. Donc on va mettre donc sur le reste du potager. Soit on va aller le couvrir avec un mulch ou autre, donc ça c'est une possibilité. Hein. Donc ça peut être un mulch très épais aussi pour garder la chaleur. J'ai vu ça en climat froid, hein, notamment sur le Massif central, des gens qui mettent des mulchs très épais en cette saison pour maintenir la chaleur et faire une grosse couche isolante qui va leur permettre de ne pas récupérer un sol trop froid au début du printemps. Et donc sinon, ça va être l'idée de mettre ces fameuses intercultures d'hiver. Donc ces fameuses intercultures, là, l'objectif, c'est, donc on a plein d'objectifs différents avec ces intercultures-là. Bien sûr, le but, ça va pas être de les récolter. C'est pas, voilà, on ne cherche pas à avoir une récolte comme avec les plantes que je viens de citer. Donc ça va être vraiment d'améliorer le sol. Donc là, de l'améliorer, de faire aller ces cultures-là, donc ces plantes-là, on va les mettre dans des endroits où les planches, sur des planches qui vont être libres à peu près au moins fin avril. Sinon, on va en mettre un peu limité. Enfin, le couvert ne va pas pouvoir donner son plein potentiel. Hein, donc, tout l'intérêt d'aller jusqu'à fin avril. Donc, si vous envisagez d'implanter des cultures primeurs là, donc dès le mois de mars, voire fin février, début mars, ce ne sera pas une bonne solution d'aller implanter un couvert, comme on va parler maintenant, à cette saison-là. Fin octobre, début novembre. Là, il est trop tard. Si on veut faire un couvert en précédant d'une culture primeur, il faut l'implanter en août-septembre. Là, il est trop tard pour ça. Et implanter une plante qui va être gélive, par exemple. Comme ça, elle va geler. Et puis, au mois de février-mars, on aura le terrain libre pour pouvoir implanter une culture primeur. Donc là, on va plutôt être en précédent de culture d'été. Donc, en culture précédente de tomates, en précédent d'aubergines, de courges, etc., de choux, pourquoi pas, de poireaux éventuellement, voilà, d'un vaste choix de cultures que l'on pourra implanter à partir de la fin avril.
Donc ça permettra notamment à nos couverts de pouvoir fleurir, de pouvoir produire un maximum de biomasse, de pouvoir fleurir, de pouvoir et de pouvoir aussi avoir des systèmes racinaires beaucoup plus développés qui vont lui permettre donc d'exprimer son plein potentiel. Alors, je vois qu'il y en a qui ont des petits soucis techniques en Nouvelle-Zélande, pas moyen de vous entendre. Alors, je ne sais pas pourquoi, surtout que Laurence, je sais que tu étais présente la dernière fois. Denise aussi qui a des soucis techniques. Bon, là, je ne peux pas trop gérer ça. Alors, Thierry me demande intérêt du mulch en terre argileuse. Alors, le mulch, ça marche sur tout type de terrain. Un gros intérêt en terre argileuse, c'est que vous avez souvent beaucoup de vers de terre. Et ben, les vers de terre, là, vous leur donnez un super garde-manger pour tout l'hiver. Ils sont très actifs en cette période-là, surtout si vous êtes en climat un peu doux. Donc là, ils vont se gaver avec le mulch, surtout idéalement un mulch, c'est des feuilles ou du foin. Là, ils vont se gaver avec ça et ils vont vous faire une activité tout à fait remarquable. Donc là, le but de ce mulch-là, ça va pas tellement être de garder l'eau. Ça, c'est en hiver, on n'a pas ce besoin-là. Là, ça va plutôt être justement d'amender le sol et typiquement de nourrir l'activité biologique du sol et notamment les vers de terre. Voilà, donc ça va être ça l'intérêt d'avoir un mulch en cette saison. D'ailleurs, vous verrez que si vous mettez un mulch sur une terre argileuse, typiquement là, au mois de fin octobre, début novembre, au mois de mars, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Il a complètement fondu le mulch en question. Les lombrics aiment aussi les plantes vivantes. Alors, j'ai jamais observé ça. Alors, les lombrics aiment les plantes vivantes. Alors là, je serais très curieux d'avoir voir sur quelle source de base Nathalie pour affirmer ça. Moi, j'ai jamais observé voilà. Ils sont autour des racines sans les consommer. Oui, voilà, oui, ça d'accord, ça effectivement. Bah, disons que est-ce que c'est eux qui sont autour des racines ou est-ce que c'est les racines qui sont dans la galerie, hein, c'est peut-être un peu l'histoire de l'œuf et de la poule, mais c'est peut-être plus non les racines en fait. Bah, les galeries des vers de terre sont des voies de pénétration privilégiées dans le sol. Donc c'est très pratique pour les racines. Donc les racines rentrent là-dedans et se retrouvent avec un mode un axe privilégié pour rentrer dans le sol. En plus de ça, les galeries de vers de terre, c'est là qu'il y a toutes les déjections du ver de terre, c'est là aussi qu'il y a ses urines, c'est là qu'il y a ses mucus. On a plein d'azote qui est facilement minéralisable dans la galerie elle-même. Et donc, du coup, c'est très pratique. Les racines, justement, sont attirées par ces galeries-là, aussi bien pour des raisons de structure que pour des raisons de nutrition minérale. Donc, oui, oui, il y a effectivement un lien entre les deux. Mais, alors, en tout cas, les vers anéciques, à ma connaissance, ne mangent pas les racines des plantes. Alors les endogés peut-être qu'ils mangent des racines mortes. Les endogés sont moins connus, c'est vrai, déjà ils sont beaucoup moins nombreux dans les sols, mais je pense pas qu'ils mangent des racines vivantes. En tout cas, je ne connais pas de maladie ou de problème pour les plantes qui seraient liées à l'activité des vers de terre. Alors, les matières mortes au-dessus des racines, ça oui, par contre, ça oui, ça c'est incontestable. C'est vrai que ça me fait penser quand j'entends ça à une phrase qui est dans Guerre et paix de Tolstoï, je crois, quand il y a les Russes qui sont assiégés dans Moscou par l'armée napoléonienne. À un moment, il y a un vieux paysan qui dit je sais que le ver de terre mange les racines du chou, et pourtant, quand l'été sera fini, comment il dit, le ver de terre sera mort, mais le chou sera encore vivant. Alors bon, bien sûr, ça illustrait le fait qu'avec un peu de patience, là, les armées napoléoniennes allaient être vaincues par le climat de la Russie, ce qui était effectivement le cas. Mais la métaphore est totalement fausse, puisque le ver de terre ne mange pas les racines du chou, et qu'en plus, le ver de terre vit beaucoup plus longtemps que le chou. Donc la métaphore, malheureusement, de Tolstoï était totalement fausse, même si ce qu'il a voulu dire était tout à fait exact. Mais voilà, donc du coup, je reviens du coup donc à ces histoires de couverts. Donc là aussi, justement, avec les couverts, on va viser on va avoir plein d'objectifs. Souvent, c'est là que je vais revenir sur le terme d'engrais vert. Je n'aime pas trop ce terme d'engrais vert parce qu'on focalise sur le mot engrais. Donc c'est vrai qu'étymologiquement, ça veut dire engraisser, donc améliorer le sol. C'est vrai que ce serait un peu juste de le voir comme ça. Mais aujourd'hui, quand même, le mot engrais est beaucoup, beaucoup lié à la fertilisation. Et donc, la fertilisation, l'apport d'éléments fertilisants, notamment de l'azote, du phosphore, du potassium, du magnésium, etc. Et le premier, c'est bien sûr l'azote. Alors, on a beaucoup parlé d'azote dans la précédente conférence.
Je ne vais pas beaucoup revenir là-dessus, mais donc, et du coup, l'idée, quand on pense azote, on dit on va se dire qu'il faut des plantes fixatrices d'azote, donc des légumineuses, etc., etc. Alors, pourquoi pas les légumineuses, hein, je n'ai rien contre les légumineuses, c'est très bien. Mais par contre, on va voir que le fait qu'elle fixe l'azote, je dirais que c'est un peu la cerise sur le gâteau, on dit souvent. C'est pas le plus important. Ce qui est plus important, par contre, c'est qu'elle fixe du carbone. Donc, toute la matière que votre couvert va produire pendant sa saison de développement, donc entre maintenant et le mois de fin avril, début mai, ben, tout ça, c'est de la matière organique en moins que vous aurez à amener. Donc déjà, tout le carbone qui va fixer, toute l'énergie solaire qu'il va fixer, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, il y a du carbone, mais c'est aussi de l'énergie solaire, et cette énergie solaire, ensuite, est transformée sous forme chimique et mise à disposition de toutes les chaînes trophiques, de tous les organismes vivants qui sont dans le sol, et ça arrive jusqu'à nous après, parce que quand on mange des légumes, on va consommer, utiliser l'énergie que les plantes ont fixée. Donc, et entre autres, que les plantes du couvert précédent aussi ont fixé et on nourrit la vie du sol avec, etc. Donc, on va fixer énormément d'énergie qui va permettre de faire fonctionner notre système, qui va être vraiment le carburant du système. Un autre avantage, avec Denise, je vois que bon, apparemment, Denise n'avait pas lu qu'il y aura un replay, ça je l'ai dit dans l'article, effectivement, bon, des personnes qui n'arrivent pas à avoir de son, mais je suis désolé, mais là je ne peux pas y faire grand-chose, je ne peux pas gérer la technique pendant la conférence, c'est pas possible. Donc là, voilà, donc déjà fixer de l'énergie et du carbone. Ensuite, un autre intérêt, ça va être que les racines de notre couvert vont se développer dans le sol, donc vont agir sur la porosité de ce sol-là, et donc vont agir sur sa structure. Voilà, et c'est d'ailleurs un des effets les plus marquants qu'on a derrière un couvert comme ça, hein, c'est que c'est la structure, on a une structure de sol tout à fait remarquable derrière. C'est vraiment un des effets les plus visibles, les plus marquants. La structure, on va avoir après bien sûr le fait de couvrir le sol, donc de le protéger des intempéries, typiquement des orages qu'on va avoir là à l'automne, pendant l'hiver ou au début du printemps. Hein. Donc là, on va pouvoir avoir simplement une protection mécanique du fait du couvert végétal. On va avoir aussi, alors effectivement, l'histoire de la fixation d'azote, s'il y a des légumineuses, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais ça va surtout se passer au printemps, ou à l'automne, on ne va pas l'avoir, ce phénomène-là. Par contre, un autre truc qui peut être intéressant, c'est s'il y a de l'azote en trop en fin d'automne, que les plantes puissent être en trop dans le sol, qui risque d'être lessivées vers les nappes phréatiques. Les plantes qu'on met en couverture peuvent fixer cet azote-là et donc éviter qu'il soit lessivé, ou lixivié plus exactement. Mais si on implante un couvert maintenant, on est quand même un peu tard pour cet effet-là. Cet effet-là va être beaucoup plus marqué si on implante certains couverts plutôt vers le mois d'août. C'est là qu'on va avoir cet effet beaucoup plus marqué. Là, en implantant au mois d'octobre, c'est un petit peu tard pour ça. D'autres effets, ça va être bien sûr l'effet sur l'activité biologique du sol. Hein. On amène énormément de matière, soit des matières qui vont être sécrétées directement par les plantes dans le sol, sécrétées par les plantes dans le sol, donc pendant la vie de la plante, ou après toute la matière verte qu'on va remettre au sol, qui va être consommée par les organismes du sol et qui donc vont être fortement stimulés par la présence du couvert. Hein, donc pendant et après. Hein. Et bien sûr, les vers de terre, en particulier après, vont être particulièrement avantagés. Donc voilà un petit peu les objectifs qu'on a. Et puis un autre objectif aussi, surtout si on mène le couvert suffisamment longtemps dans son cycle végétatif, c'est aussi d'avoir la floraison. Hein, donc on va pouvoir aussi avoir des fleurs qui vont aussi attirer des pollinisateurs et pas que d'ailleurs, hein, aussi toutes sortes d'insectes notamment qui vont être intéressés par ces couverts. Hein. Donc on voit que le rôle d'un couvert va bien au-delà du fait de simplement fixer un petit peu d'azote qui va ensuite profiter de la culture suivante. C'est même un aspect presque secondaire. Voilà, donc maintenant, alors j'ai une question. Là, un sol argileux avec près des chiens dedans asphyxie, quel couvert? Alors, on va revenir donc on va revenir justement sur les différentes espèces que l'on peut implanter.
Alors tout d'abord, il va falloir que le terrain soit prêt à accueillir un couvert. Donc là, souvent, ça, c'est relativement simple d'implanter un couvert parce que les plantes qu'on va utiliser, c'est pas des plantes spéciales qui vont améliorer le sol, parce que toutes les plantes améliorent le sol en fait. Hein, ça c'est sans exception. Toutes les plantes fixent l'énergie du soleil, et en fixant l'énergie du soleil, elles la restituent au sol et donc elles améliorent le sol, quelle qu'elle soit. Hein, y compris le chien dent, la prêle ou les plantes que l'on cultive aussi, tout améliore le sol. Par contre, le, ce qui va faire qu'une plante peut être candidate à être une plante de couverture, c'est sa rusticité. Et déjà qu'elle soit extrêmement facile à implanter par semis. Déjà, il y hors de question d'aller faire une pépinière pour ça. Donc il faut qu'à part un semis à la volée, ça pousse. Il n'y a pas besoin d'aller faire des choses compliquées pour l'implanter. Donc il faut qu'on ait des plantes donc suffisamment rustiques pour lever très facilement. Et ensuite, pour ce qui est des couverts hivernaux, en tout cas, qu'elles soient suffisamment rustiques, bien sûr, pour résister au froid. Ça, c'est une évidence. Voilà, donc qu'elle supporte le gel, elle supporte même des gels relativement forts suivant la région dans laquelle nous sommes. C'est vrai que si on est en Bretagne, ou sur la côte atlantique, ou sur le littoral méditerranéen, ce sera assez facile de trouver des plantes qui passent l'hiver. Si on est sur le plateau du Massif central, ou dans les Vosges, ou dans des coins comme ça, c'est moins évident. C'est évident. Mais voilà, donc là, ce qui va sélectionner les plantes qu'on va utiliser, c'est surtout ça, c'est surtout leur rusticité. Donc là, pour la préparation, il suffit qu'on ait un sol à peu près désherbé, à peu près, voilà, c'est même pas la peine que ce soit non plus que ce soit un travail, surtout pas de travail profond, hein, juste sarcler si jamais il y avait un peu d'herbe qui était là. Si on a fait une culture qui était sous mulch avant, il y a de grandes chances que l'on ait qu'on ait très peu d'enherbement. Donc voilà, on enlève le peu d'herbe qu'il y a. Encore, je dirais très grossièrement, hein, c'est pas la peine de faire place nette complètement. Et on envoie les graines à la volée. Alors les graines de quoi, vous allez me dire? Donc là, on a un vaste choix d'espèces quand même. On a donc des choix des espèces. Parmi les espèces qu'on a, on va avoir des espèces donc de 3 grandes familles. Donc la première famille, c'est la famille des céréales, donc les graminées ou poacées pour les botanistes. Voilà. Donc, avec les céréales d'hiver, typiquement. Donc, les céréales d'hiver, là aussi, on a un choix qui n'est pas forcément gigantesque, mais on a quand même un certain nombre d'espèces qui sont pour beaucoup très efficaces pour produire de la biomasse, comme bien sûr le blé, le seigle, le triticale, l'avoine, l'orge, notamment. Le gros défaut des graminées, c'est qu'elles fleurissent très tard. Ce sont des plantes qui sont très intéressantes en termes de biomasse, très intéressantes en termes de système racinaire. Elles sont complémentaires des autres parce qu'elles ont un système racinaire fasciculé qui va du coup avoir une action sur la structure très différente des autres plantes qu'on va mettre. C'est celles qui font ce que les Bourguignons appellent le couscous. Vous avez sûrement déjà entendu cette métaphore, hein, la structure du sol qui devient micro-grumeleuse et que certains appellent le couscous. Donc ce sont les graminées qui fabriquent ça. Donc, c'est très intéressant de les avoir. Mais c'est vrai qu'elles ont un défaut, c'est qu'en général, elles vont pas avoir fleuri. Elles vont pas avoir fleuri au moment où on veut implanter les cultures. Et donc, du coup, il y a le risque qu'elles repartent après dans la culture qui suit. C'est pas forcément très grave à l'échelle d'un petit jardin, parce qu'on peut toujours aller les désherber si elles repartent. Hein. Mais ça peut être un peu, voilà, ça peut être un peu gênant. Et si on est à plus grande échelle, si on est à une échelle de maraîchage ou de grande culture, là, ça peut être beaucoup plus gênant. Alors, il y en a une parmi celles-là qui est malheureusement un peu moins performante en termes de biomasse, mais qui par contre est assez performante en termes de floraison, qui fleurit relativement tôt, hein, qui peut fleurir dès la fin avril, c'est l'orge. Donc l'orge, c'est vrai que c'est un peu moins, c'est pas une plante, c'est pas une graminée géante, hein, mais par contre, elle a l'avantage de fleurir un peu plus tôt que les autres, et du coup, ça permet que ce soit plus facile à gérer donc dans les couverts. Ensuite, on a la famille, bien sûr, des légumineuses. Alors souvent, on pense légumineuses égale fixation d'azote, ok, mais elles ont plein d'autres avantages. Souvent, on va trouver parmi les légumineuses des plantes qui forment une biomasse remarquable très facilement, qui sont très rustiques, qui résistent très bien au froid. Parmi celles-ci, on a notamment la févrole, qui est assez classique, hein, c'est des grosses graines, ça peut bien les enfoncer un peu dans le sol si on peut, mais juste un semis à la volée recouvert, déjà ça suffit. Hein.
Donc la févrole, qui est un grand classique, qu'on peut même planter beaucoup plus tôt en saison, hein. On va avoir le pois fourragé, qui est un de mes préférés. Alors, j'aime beaucoup le pois fourragé, qui est aussi très rustique au froid, hein. À moins qu'on soit vraiment dans un climat très très froid, il y a de grandes chances qu'il passe l'hiver, quoi. Il y a Joël qui me demande le sorgho. Le sorgho, non, le sorgho, lui, il va pas supporter le premier gel. C'est vraiment une plante typiquement tropicale, le sorgho, hein. Un premier coup de gel à 0 degré, il est grillé, votre sorgho. Donc le sorgho, ça va être bien en été. Mais là, en cette saison, c'est cuit, hein. Donc là, effectivement, s'il fait partie de la famille des graminées, mais là, il ne fait pas partie des candidats pour implanter un couvert hivernal. Euh, un semis trop tôt, est-ce risqué? Alors là, Nathalie, il faudrait que tu me précises un petit peu ce que tu appelles un semis trop tôt, de quel semis tu parles et dans quelle saison tu penses que c'est trop tôt. Alors donc, je reprends donc sur mes espèces qu'on peut utiliser pour ça. Donc, les légumineuses, donc je vous disais, donc les févroles, les pois fourragers, on a la vesse éventuellement qui est un grand classique. Alors, la vesse, quand on l'implante tard comme maintenant, hein, donc on le plante en fin d'automne, elle a le défaut de mettre beaucoup, beaucoup de temps à s'installer. Donc souvent, si on met de la veste maintenant, on ne va pas la voir jusqu'au mois de mars. Elle va germer. Quand je dis on va pas la voir, j'exagère, hein, on voit les plantules. Mais contrairement à une févrole ou un pois ou des graminées qui vont vraiment commencer à se développer dès la fin de l'automne, la veste, voilà, elle va germer, puis elle va un peu attendre son heure. Par contre, alors là, quand son heure arrive au mois de mars, là, par contre, euh, là, elle devient vite, vite gigantesque, quoi. Elle, alors, donc la question. Donc Nathalie a précisé sa question. Donc un semis trop tôt est-ce risqué en octobre ou novembre selon le climat? Alors non, c'est pas du tout trop tôt. Au contraire, hein, c'est même fin novembre, ça va commencer à faire tard. Octobre ou novembre, on est en plein dans la saison pour implanter les couverts d'hiver. Ça pourrait même être encore plus tôt si le terrain est libre dès le mois de septembre. Mais en général, c'est pas le cas dans les potagers, mais on peut même implanter dès le mois de septembre. Alors, justement, j'ai une question sur la veste. Donc, on a beaucoup de vestes dans le blé. Est-ce qu'il y a un problème de salissement de la veste avec le blé suivant? Bah, normalement, non, parce qu'on n'attend pas qu'elle monte à graines. Donc, normalement, on ne doit pas avoir de soucis enfin, de repousse de la veste. Alors, le problème de la veste, effectivement, le problème de la veste, c'est un peu comme les graminées, en fait. C'est qu'elle fleurit tard. Elle va fleurir au mois de mai seulement. Donc, on va avoir le même problème pour la destruction. Donc, effectivement, si on veut implanter, donc là, j'ai l'impression que vous êtes plus dans des grandes cultures, j'ai l'impression. Donc là, si on veut implanter, par exemple, un maïs, effectivement, la veste, elle risque elle peut se développer dans le jeune maïs, elle pourra peut-être repartir. Si c'est un blé qu'on veut implanter derrière, ça pose pas de problème, parce que là, du coup, vous mettez votre veste maintenant, vous allez la détruire tranquillement quand elle sera en floraison au mois de mai, et le blé, il va être semé. Donc là, il y aura même un problème qui est quelque chose à vendre. Donc je ne sais pas trop quel est votre itinéraire cultural. Il faudrait que je vois votre itinéraire cultural pour voir clairement. Mais vous n'aurez aucun souci, en tout cas, pour détruire la veste à floraison là, puisque là, vous avez le temps, avant un blé. Mais bon, peut-être que vous envisagez une autre culture entre-temps, je ne sais pas trop. Alors aujourd'hui, il fait chaud pour la saison. Si on a semé début octobre, est-ce qu'elles ne sont pas trop développées pour passer l'hiver? D'accord, ok, je comprends mieux la question. Ok, je vais finir avec les plantes et je vais répondre à cette question-là plus en détail, effectivement. Parce que la réponse va dépendre des plantes, en fait. Donc parmi les légumineuses, donc tout ce qui est gesse éventuellement qui peut aussi servir, tout ce qui est certaines trèfles. Alors là, on va être sur des trèfles annuelles, attention, hein, on va surtout pas du trèfle blanc ou du trèfle violet. Par contre, ça peut être par exemple du trèfle incarnat, hein, que l'on peut aussi implanter, et puis quand ça fleurit, c'est extrêmement joli. Donc je vous le recommande vivement. Ça peut être du lupin également, si vous êtes en sol acide. Voilà, vous avez tout un vaste choix donc de légumineuses. Après, l'autre grande famille, c'est la famille des crucifères, hein, ou des brassicacées. Donc, avec un peu la reine qui est la moutarde. Alors, la moutarde, suivant les sources, vous allez voir que c'est ou non une culture qu'on peut mener en hiver. Donc ça va beaucoup dépendre de votre climat et ça va dépendre justement, c'est la question que pose Nathalie, de la date de votre semis. Typiquement, une moutarde, si vous la semez tôt,
si elle est trop développée avant l'hiver, elle va geler. Ce qui n'est pas le cas des plantes dont on a parlé juste avant, hein. Ce n'est pas le cas voilà, des pois, des févroles, des graminées dont nous avons parlé. Voilà, là, ces plantes-là vont passer l'hiver, même si elles commencent à être un peu développées au moment où l'hiver arrive. Par contre, effectivement, une moutarde, elle est un peu plus gélive. Elle supporte le gel, mais jusqu'à un certain point. Et plus elle est développée, plus elle est sensible au gel. Donc effectivement, donc ça, on a certaines plantes comme ça. Parmi les crucifères, on va avoir par exemple les radis fourragers ou les navets fourragers qui eux sont beaucoup moins sensibles au gel. Par exemple, les fameux radis structurateurs, peut-être que certains en ont entendu parler, développés par l'agriculteur américain Steve Groff. Cela, il faut qu'il y ait 3 nuits d'affilée à -7 pour qu'il gèle. Donc voilà, alors ça arrive hein, dans le Massif central ou quoi, c'est vrai que c'est assez courant. Dès qu'on arrive dans des zones de plaine ou qu'on approche un peu de l'océan ou de la mer Méditerranée, ça devient de plus en plus rare d'avoir des hivers où il y a plusieurs nuits d'affilée à -7. Donc voilà, ça va dépendre, ça va beaucoup dépendre du climat dans lequel vous êtes. Donc voilà, vous avez un certain nombre de crucifères aussi qui vont convenir, hein. Vous avez éventuellement la caméline, vous avez également les navets fourragers, je vous en ai parlé, le colza, bien sûr. Le colza aussi, que l'on connaît plus comme culture, en grande culture, mais qui peut tout à fait entrer dans une composition de couvert également. Voilà, donc ça, ces plantes-là, les légumineuses et encore plus les crucifères vont avoir des systèmes pivotants. Donc là, vraiment, ce sont des plantes assez intéressantes pour descendre profondément dans la terre. Donc, ce sont des plantes assez intéressantes pour ça. Et après, donc, on a toutes sortes d'autres plantes, après, dans d'autres familles de plantes, hein. Une qui peut être très rustique, c'est la bourrache, par exemple. La bourrache, moi j'aime beaucoup la bourrache parce que c'est une plante qui s'implante un peu en toute saison. Et quand elle s'implante, après, elle va vraiment couvrir le sol efficacement. Un petit peu comme la févrole, mais encore plus efficace, je dirais. Vraiment un effet de couverture du sol et elle produit aussi une belle biomasse en assez peu de temps. C'est une plante qui est assez intéressante, je trouve, la bourrache. Et qui peut s'implanter d'ailleurs en différentes saisons. Vous allez avoir le lin, par exemple, également, qui est aussi assez rustique. Vous pouvez planter assez facilement, qui est un peu moins spectaculaire en termes de biomasse, mais qui fait de jolies fleurs qui peuvent être sympas aussi dans votre couvert. Vous avez quoi d'autre? Après, bon, il y a différentes plantes que l'on peut implanter, que l'on peut implanter plutôt à d'autres saisons, comme tout ce qui est sarrasin, comme tout ce qui est. Alors l'épinard, oui, effectivement, Nathalie, les épinards, pourquoi pas? C'est vrai que j'ai tendance plutôt à penser à l'épinard comme culture, mais on peut aussi le mettre comme couvert, et c'est notamment Gertrude Frank hein, qui utilise beaucoup l'épinard comme couvert, effectivement. Pourquoi pas? Le lin, alors Rudy nous dit le lin, pourquoi le lin? Oui, le lin, donc je viens d'en parler, effectivement, le lin, ça fait partie des plantes que l'on peut employer pour ça, hein. Donc voilà, on a après donc quelques plantes issues d'autres familles qui sont assez rustiques pour qu'on les utilise comme cela, hein. Donc effectivement, donc l'épinard, le lin, et d'autres. Voilà, donc ces plantes-là, simplement, vous avez des graines. Alors les graines, l'idéal, c'est de les avoir par, voilà, soit vous les achetez, c'est un semencier bio, hein. Aujourd'hui, la plupart en font, hein, que je fais de plus pour personne en particulier, hein, voilà. Vous avez aussi bien du 7 mars que du cocopelli, que du germinance, que du biogerme, etc. Et bien d'autres, hein, ou graines d'El-País, etc. Chez tous ces gens-là, vous allez trouver les semences de couvert. Et si vous voulez les avoir à moins cher, ou bien chez des chaînes aussi de jardinerie, genre botanique ou autre, hein, vous pouvez aussi trouver là. Si vous voulez les avoir à moins cher, ben, il y a certaines plantes que vous pourrez avoir sous forme de graines à consommer. Par exemple, ben, le lin, par exemple, vous pouvez tout à fait aller chez des graines de lin dans votre magasin bio préféré. Vous pouvez tout à fait, alors je pense pour la lentille ou le sarrasin, on peut faire ça aussi, même si ce ne sont pas des plantes qu'on va utiliser pour le couvert d'hiver, parce que ce sont des plantes qui gèlent, donc on ne pourra pas l'utiliser pour ça, mais si on veut faire un couvert de lentilles ou de sarrasin, pareil, on peut tout à fait prendre des graines qu'on va acheter au magasin bio. Peu importe que ce soit brun, blanc, celui que vous voulez, hein, celui que vous avez, hein. Voilà, vous avez des variétés. Le brun, c'est la couleur de la graine, mais sinon après, ça peut être des lins blancs ou bleus si on prend la couleur de la fleur, ou rouge même. Mais voilà, peu importe, hein, vous pouvez utiliser tout ça. La luzerne, me demande Joël. La luzerne, non, la luzerne, c'est une vivace. Donc là, déjà, elle va pas bien s'implanter sur cette période-là, hein. Elle sera peu implantée quand ce sera le moment de faire de la place pour les cultures.
Et surtout que la luzerne, c'est une vivace, donc après, après, elle risque de vous envahir pendant plusieurs années dans votre potager, donc surtout pas la luzerne. C'est pas du tout une plante d'interculture. C'est exactement comme ce que je disais sur les trèfles. Hein. Sur les trèfles, on prend bien des trèfles annuels. Si, alors là, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'il existe des luzernes annuelles. Alors là, par contre, je suis pas sûr qu'on en trouve facilement la semence, hein, ou alors il faut aller se la chercher dans la nature. C'est des luzernes qui fleurissent jaunes, hein, comme la lupuline, comme la luzerne, comme la luzerne d'Arabie, par exemple. Hein. Donc, on les trouve hein, à l'état sauvage dans certaines régions de France. Donc là, par contre, pour le coup, vous pouvez aller ramasser les graines de ces luzernes-là, mais il faut bien savoir les reconnaître. C'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment ça ressemble à des luzernes, effectivement, aux luzernes cultivées, à part qu'elles ont des fleurs jaunes. On voit, elles forment des grappes de fleurs qui ont un peu les mêmes formes que la luzerne violette qu'on cultivait, à part qu'elles sont jaunes. Donc, on les repère facilement au début du printemps, au mois d'avril, et puis après, elles font leurs petites gousses là, tout enroulées sur elles-mêmes. Donc ça, vous pouvez tout à fait récupérer ces graines-là, tout à fait, pour implanter des couverts. Ça, voilà, ça fait partie aussi des possibilités d'observer les plantes qui sont autour de vous et de regarder si certaines vous inspirent pour implanter des couverts. Donc là, je suis un peu dans des généralités qui sont valables un peu sur toute la France, la Belgique ou la Suisse, hein. Donc de là viennent la plupart d'entre vous. Mais effectivement, voilà, observez aussi la nature autour de vous. Hein. C'est ainsi que, par exemple, quelqu'un comme Pierre Besse, qui est un formidable maraîcher qui est dans la région toulousaine, utilise comme couvert des plantes spontanées de chez lui, notamment la luzerne d'Arabie, justement, le lanier pourpre et le troisième, le gaillet gratron. Donc, ce sont des plantes extrêmement communes dans beaucoup d'endroits de France, surtout dans des zones plutôt des vallées alluviales assez fertiles. Et donc lui, c'est son cas, hein, il est dans la vallée de l'Ariège. Et donc, voilà, ça fait partie des plantes que l'on peut utiliser. Donc, c'est intéressant parce que là, en plus, ça veut dire qu'on n'a même pas implanté le couvert, hein, il pousse tout seul, il pousse spontanément. Donc là, c'est assez génial. Mais pour arriver là, il y a 30 ans de pratique derrière. Donc, on n'est peut-être pas tous, on n'a peut-être pas tous la même expérience, mais donc on va pour l'instant plus se contenter de couverts que l'on va implanter. Donc là, voilà, je vous ai fait un gros catalogue de un petit peu de plantes que l'on peut implanter pour ça. Et donc, voilà, donc là, vous avez déjà pas mal de choix pour tout ça. Alors, c'est vrai que pour certaines plantes, peut-être, je ne sais pas si on trouve aujourd'hui des pois fourragers, par exemple, chez les semenciers. Souvent, ça peut être bien d'aller les trouver chez un agriculteur ou voilà, dans une coopérative agricole. Plutôt chez un agriculteur pour en avoir quelques poignées, parce qu'en coopérative, on risque de vous vendre des sacs de 25 kilos et quand on a un petit jardin, on est un petit peu, voilà, ça nous fait un peu beaucoup. Mais voilà, donc c'est une poignée. Il suffit de pas grand-chose hein, à l'échelle d'un potager. Mais ça vaut le coup de faire l'effort d'aller chercher un peu le pois fourrager. C'est vraiment une plante que je trouve très très intéressante. Voilà. Et puis après, donc l'hiver va arriver là-dessus. Donc là, voilà, pour cette implantation, là, maintenant, c'est bien. Hein, si vous faites ça fin octobre, même début octobre, pourquoi pas. Bon, il faut avoir la place dans le potager. Hein, c'est pas toujours évident d'avoir la place dans le potager pour le faire début octobre. Par contre, vous pouvez effectivement le faire là, sur la fin du mois d'octobre et sur un peu tout le mois de novembre. Surtout que je remarque quand globalement, les automnes sont de plus en plus doux. Les débuts d'hiver, souvent, sont très, très doux. Ça arrive qu'on ait des coups de froid régulièrement en janvier ou février. Mais ces dernières années, souvent, le début, fin d'automne, début d'hiver sont assez doux. Donc, du coup, ça laisse vraiment du temps en fait, pour implanter un couvert, quoi. Et souvent, jusqu'à fin novembre, il n'y a pas trop de soucis, quoi. Alors, c'est sûr que plus on a implanté tard, moins on va avoir de couverture de sol pendant l'hiver, donc moins on va avoir le côté protection physique par rapport aux intempéries. Donc, là, si on fait ça maintenant, fin octobre, on va plus avoir un couvert déjà plus continu dès le début de l'hiver et donc qui va protéger plus efficacement notre sol, ce qui est quand même intéressant. Mais aussi avec le risque, voilà, si on a un temps comme on a eu en 2012 par exemple, hein, où on a eu un décembre, janvier extrêmement doux, où les couverts, je me souviens, cette année-là, les couverts étaient hauts comme ça, début février, et puis après février 2012 est arrivé avec un froid glacial pendant 2 semaines, et là, ça a un peu fait de la place dans les potagers. Hein, même je me souviens dans le Gers, les fèves avaient gelé cette année-là, ce qui était un peu du jamais vu.
Et puis, chose intéressante, hein, justement, les moutardes. Bon, la moutarde, bien sûr, avait gelé, mais je me souviens avoir vu que cette année-là, des couverts donc, de moutarde, c'était pois et vesse, on avait. Et du coup, la moutarde a gelé, mais le pois et la vesse qui étaient en dessous ont été protégés du gel, justement, par le couvert de moutarde qui était un peu trop dense. Et après, se sont très, très bien développés quand le froid s'est calmé. Après, fin février, début mars, la veste et le pois sont partis, ont été magnifiques. Et on fait un magnifique couvert en début de printemps. Donc ça aussi, hein, c'est vrai que si vous avez une plante qui gèle, c'est pas forcément grave, hein, au contraire. Là, dans ce cas-là, c'est même plutôt bien. Donc on a une plante qui a bien occupé le terrain un peu trop au début de l'hiver, qui a gelé, et puis après les autres ont pu prendre la place ensuite. Pourquoi pas, ça fait partie des possibilités. Donc voilà, donc pendant l'hiver, normalement, vous n'aurez pas grand-chose à faire si ce n'est regarder. En général, il y a pas de gros soucis. Alors souvent, suivant les terrains, on va avoir plus ou moins voilà, plus ou moins des plantes qui vont plus ou moins réussir. Alors là, c'est pas toujours évident à anticiper, hein, donc c'est bien de faire des essais, hein. N'hésitez pas à mélanger un maximum d'espèces dans vos couverts pour voir, pour voilà, tester qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez vous. Hein, donc là, je vous ai cité je sais pas, 20 ou 30 espèces. Choisissez, vous pouvez prendre facilement entre 5 et 10 espèces, facile, pour faire ce qu'on appelle un biomax. Hein, faire ce qu'on appelle un biomax, donc voilà, c'est un biomax, donc biomasse maximale, hein, donc faire un maximum de biomasse avec un maximum d'espèces, un maximum de diversité. Alors Nathalie me demande, est-ce que vous paillez un peu sur les semis ou jetez du compost? Alors du compost, non, ça sert à rien, hein, ces plantes-là, c'est totalement inutile. Par contre, alors pailler un peu, pourquoi pas? C'est vrai que ça permet d'avoir une légère couverture du sol que ça lève. Idéalement, ce serait mettre des choses qui vont après un peu se ratatiner, hein, un petit peu d'herbe fauchée, quoi, hein, voilà, pas trop dense quand même pour que les plantes puissent passer facilement à travers. Mais voilà, pourquoi pas? Ça fait partie des possibilités. Voilà, en général, ces plantes-là sont assez rustiques pour passer à travers un paillage. Alors j'ai vu un truc, je dirais que j'ai vu certains maraîchers faire des semis à la volée sur des sols où il y avait déjà des paillages au préalable, faire des semis et puis ensuite aller remuer le paillage simplement pour que les graines tombent au sol. Et ça marche, hein. Effectivement, j'ai vu ça marcher sur plusieurs espèces. Donc voilà, ça peut être un truc à tenter. Si vous avez votre sol qui est paillé, que vous n'avez pas envie de retirer le paillage, et effectivement, ça peut être une bonne idée. Faites le semis, remuez la paille avec une fourche, quelque chose, pour que les graines tombent au sol. Et en général, elles passent à travers pour ces graines-là. Brigitte me demande pour la facélie. La facélie fait partie effectivement des possibilités, hein, c'est pas trop tard. Hein. La facélie, c'est une plante euh, qui est peut-être un peu plus sensible au gel, un petit peu comme la moutarde, quoi, hein, un petit peu comme la moutarde, donc qui est un peu plus sensible au gel que la plupart des plantes que j'ai citées là. Mais en climat doux, elle peut tout à fait passer l'hiver. J'ai vu plein de fois des facélies passer tout l'hiver dans le sud-ouest, par exemple. Donc c'est effectivement une plante tout à fait intéressante. Et puis là, pour le coup, ce qui est intéressant, le côté mellifère, qui est un petit peu la cerise sur le gâteau pour beaucoup de plantes. Là, pour le coup, ça pourrait être un des objectifs. C'est une plante extrêmement mellifère et qui pourra vraiment attirer les pollinisateurs aux alentours du mois d'avril. Donc ça fait partie des plantes tout à fait intéressantes. Voilà, donc là, vous avez donc là. Ah oui, c'est vrai que j'avais une question que j'avais un peu laissée de côté de Cathy sur le sol argileux avec près des chiens dedans, asphyxie quel couvert. Alors déjà, effectivement, sur près des chiens dedans, donc déjà, on a sûrement des problèmes d'excès d'humidité, peut-être de compaction. Alors là, il faudrait voir un petit peu, est-ce que l'excès d'humidité est dû à une nappe phréatique qui affleure pendant l'hiver? Ou est-ce qu'il est dû à un problème de compaction, hein? Donc là, voilà, on peut avoir différentes. Alors les deux, je pense. Bon, ok. Voilà, bon là, c'est. En tout cas, si c'est dû à un problème de compaction, effectivement, ça va être intéressant d'aller chercher à casser ça. Alors là, pour savoir si c'est de la compaction, il faut aller creuser, il faut aller voir, regarder. Regardez, ouais, est-ce qu'il y a de la compaction à un niveau, à quelle profondeur, est-ce que ça vaut le coup de faire un travail mécanique pour casser ça? Bon, voilà, là, il y a beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre sans voir le sol. Et quand je dis voir le sol, c'est le voir en vrai, hein, pas une photo en général ne dit pas grand-chose là-dessus, quoi.
Hein, donc, il faut vraiment regarder la structure du sol. Donc, c'est pas très compliqué à faire, hein, mais voilà, il faut prendre le temps de creuser un trou au moins à 30-40 centimètres. Et voilà, vérifier s'il y a de la compaction. S'il y en a effectivement, ça peut être, si elle est pas très profonde, ça peut valoir le coup de faire un petit travail du sol pour justement un peu casser cette structure de mauvaise qualité. Euh, Si c'est une nappe qui affleure, bon là je dirais qu'il n'y a pas grand chose à faire, quoi, hein. On ne peut pas empêcher la nappe d'affleurer, ou alors il faut carrément drainer. Là, c'est encore un autre chantier, bon, sachant que le drainage aussi pose aussi des problèmes. Ou sinon, là, on peut, si vraiment c'est l'engorgement en eau est dû à une nappe qui affleure et que vraiment ça pose problème parce que pendant l'hiver c'est complètement asphyxié, ben là on se retrouve dans la situation où monter des buts peut être intéressant. Voilà, souvent je suis très critique sur les buts, mais là on est justement dans la situation où c'est intéressant parce que ça permet de mettre un peu hors d'eau les cultures d'hiver qu'on veut faire ou les couvertures, quoi. Alors, dans tous les cas, toutes les plantes que j'ai citées là peuvent faire l'affaire, hein, parce que l'intérêt avec ces plantes-là, c'est qu'on va avoir le sol qui va sécher beaucoup plus vite au printemps. Ça peut être un défaut, mais ça peut aussi être une qualité. C'est que là, donc, dès le mois de mars, vous allez avoir vos plantes qui vont commencer à pousser très très fort, hein. Il y a un démarrage au courant du mois de mars qui est absolument spectaculaire, et encore plus pendant le courant du mois d'avril. Et donc, ça consomme énormément d'eau. Donc, si vous avez un sol engorgé, toutes les plantes que je vous ai dit là vont vraiment vont être assez efficaces pour assécher le sol plus rapidement au début du printemps. Alors peut-être pas pendant l'hiver, là ça va pas avoir un effet marquant, mais si elles sont assez rustiques, en tout cas pour supporter donc l'hydromorphie, hein, l'asphyxie, l'excès d'eau qui est pendant l'hiver, si elles ont résisté à l'excès d'eau, elles vont vous sécher beaucoup plus rapidement votre sol au début du printemps. Donc c'est intéressant, ça ne veut pas être une plante en particulier qui va être à utiliser. La plupart des plantes que j'ai citées là sont à tester. Et voilà, comme je disais, hein, voilà, le plus vous en mettez, le mieux c'est, et surtout le plus vous aurez d'informations sur ce qui va fonctionner chez vous. Hein, voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, hein, faites vos essais. Faites vos essais là-dessus. Voilà, et donc ensuite là, vous allez laisser aller le couvert. Après, au mois de mars, là, voilà, vous avez vraiment cette explosion de végétation. Vous commencez dès la fin du mois de mars à voir les premières floraisons, surtout si vous avez mis de la moutarde, hein, donc souvent elle est la première à fleurir à la fin du mois de mars, et à démarrer vraiment sa croissance. Et puis après, au mois d'avril, voilà, au mois de mars, ça va plutôt se densifier un peu, mais au ras du sol. Et puis à partir du mois d'avril, ça part en hauteur. Notamment, on a les graminées qui commencent à monter à piaison. On a les légumineuses aussi qui commencent à faire brusquement une biomasse assez phénoménale. Les lianes voilà, qui vont monter là où elles peuvent. Hein. Donc, donc les lianes, dans ce que j'ai dit, ça va notamment être la vesse, le pois éventuellement la gesse. Donc, voilà, qui se mettent à grimper sur tout ce qu'elles peuvent. Donc, on se retrouve avec une végétation qui peut faire 10-15 cm de haut à la fin du mois de mars et qui va faire plus d'un mètre de haut à la fin du mois d'avril. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'implanter ces couverts-là si on envisage de ne cultiver la parcelle qu'à partir du début du mois de mai. Parce que vraiment, là, le couvert va donner tout son plein potentiel pendant le mois d'avril. Voire un petit peu plus tard si on est dans des climats un peu plus froids. Voilà, donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur les couverts donc qui sont implantés maintenant et sur ceux qui sont à et euh, et qui voilà qui sont implantés maintenant et donc donc Jay Carnavali donc bonsoir à toi effectivement à plus tard et euh, Et donc, ils vont vous permettre de préparer. Il faut voir ça comme une préparation de la terre. Hein. C'est vraiment une préparation de la terre en vue de vos prochaines cultures, des vraiment cultures d'été. Là, on est sur des cultures d'été. Hein. Donc, on ne prépare pas pour des cultures primeurs, là, en mettant un couvert maintenant. On prépare pour des cultures d'été, pour le potager. Donc, on va implanter au mois de mai. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Donc, voilà, donc vous avez eu déjà quelques questions. Je sais pas si vous avez n'hésitez pas si vous avez des questions qui sont peut-être plus spécifiquement, qui concernent plus spécifiquement votre jardin. Hein, n'hésitez pas, comme l'ont fait certaines Cathy, Nathalie notamment. Les proportions des différentes plantes, tu veux dire, Nathalie? Les proportions de semences. Donc là, bon, alors là, au niveau des doses de semences, ça dépend des graines.
Euh, ça dépend des types de graines. Donc ça, sous les doses de semences, vous avez des indications sur les sachets. Donc là, vous vous fiez à ces indications-là. Et ben, suivant, ça devra dépendre du nombre de plantes que vous avez. Et si vous avez une dose de semences pour une plante, si elle est utilisée seule, sur une moutarde par exemple utilisée seule, bon, vous allez utiliser cette dose pour la plante seule. Mais si vous utilisez 3-4 plantes différentes, donc ce que vous pouvez essayer, c'est parce que vous avez 4 plantes différentes, vous divisez par 4 les doses de chaque plante et vous semez tout ça, par exemple. Hein. Ça peut être une solution pour commencer. Et puis si après vous voyez que l'année suivante, il y a une des plantes qui a un peu trop pris la place, ben, vous allez réduire un peu sa dose de semences. Ça va beaucoup être un petit peu au cas par cas. C'est pas toujours évident de trouver les bonnes proportions, mais bon, c'est pas forcément très grave non plus. Là, on cherche pas à produire, on cherche simplement à avoir des plantes qui poussent dessus. Donc, si on a une plante qui s'est un peu trop développée sur les autres, c'est pas non plus extrêmement grave. Alors, Xavier nous demande comment détruire le couvert. C'est vrai que je pensais pas, je n'envisageais pas trop d'entrer dans la logique de la destruction du couvert. Donc, il y a plein de techniques différentes. Donc là, l'idée surtout, c'est de ne pas l'enfouir, hein, surtout si on a une biomasse. Il y en a des plantes qui font plus d'1 mètre de haut, surtout n'allez pas les enfouir. Hein. Donc, vous pouvez soit éventuellement sarcler, éventuellement avec une houe, éventuellement. Donc là, on touche un peu au sol, c'est vrai, hein, mais c'est une possibilité. De toute façon, effectivement, Brigitte le dit juste avant, en fauche, en mulch, en fleurs, c'est une possibilité, mais c'est vrai que c'est bien d'attendre au moins la floraison, voire un peu plus tard. Voir un peu plus tard. Donc là, on va détruire beaucoup plus facilement les plantes si on attend que la floraison soit passée. Au moins que la floraison ait lieu et idéalement qu'elle soit passée pour toutes les plantes. Attention, hein, parce qu'elles ne fleurissent pas forcément toutes en même temps. Mais donc, effectivement, on peut faucher, mulcher, c'est une possibilité. On peut éventuellement broyer si on a une tondeuse débroussailleuse. On peut passer le rotofil éventuellement. On peut tout à fait rouler si on peut. On peut détruire. Alors là, dans mon dernier livre, je montre des photos de Bernard Bertrand qui hache avec une houe modifiée. Donc il y a une houe qui a un angle obtus entre le manche ici et le fer ici. Et donc, du coup, il peut, en restant debout, il peut hacher son couvert et ça reproduit le mouvement en fait, d'un rouleau faca, hein, donc de ces rouleaux qui ont comme des couteaux sur le cylindre et qui écrasent ainsi le couvert. Donc voilà, il y a différentes manières de faire. Et puis après ça, on peut tout à fait mulcher, pourquoi pas bâcher éventuellement pour assurer une meilleure destruction, surtout si on a des graminées qui n'ont pas fleuri. Ça peut, voilà, la bâche peut aussi nous aider. Pas forcément très longtemps, 2 semaines, et puis ensuite on enlève ça et on met en culture. Voilà, donc on peut aussi faucher et puis mettre un coup de bâche. Voilà. On n'est pas obligé du tout d'utiliser une bâche, hein, attention. Hein, mais c'est vrai que faucher, par exemple, rajouter un petit peu de mulch dessus, ça fonctionne tout à fait bien. Sachant que là, voilà, on est dans le contexte de jardinage, donc on n'a pas forcément les mêmes exigences que si on était un maraîcher qui fait ça sur 1 hectare, ou encore moins que sur un céréalier, encore que j'ai l'impression qu'il y a un céréalier parmi nous ce soir, mais ou que si on est un céréalier qui travaille sur 50 hectares, c'est sûr que les enjeux ne sont pas les mêmes. Hein. C'est sûr que voilà, si on se loupe sur une destruction sur 50 mètres carrés, c'est pas très grave. Si on se loupe sur 50 hectares, là par contre, on risque d'être embêté dans la culture qui suit. Alors Nathalie, un E au hasard. Alors là, je pense qu'il doit manquer un mot. Je vais te laisser réécrire la question quelque part parce que je pense qu'il doit manquer quelque chose. Un peu au hasard. Alors tu parles pour la semence peut-être. Je sais pas trop. Alors il y a, oui voilà, ok, oui, un peu au hasard. Oui, si tu veux, tu peux. Voilà, c'est vrai que des fois je fonctionne un peu comme ça aussi. Mais effectivement, oui, tu peux aussi y aller un petit bonheur à la chance. Si tu as des indications sur les doses de semences, c'est quand même mieux de t'en servir. D'ailleurs, je vois la question de Brigitte, est-ce qu'il faut semer serré? Oui, c'est sûr que l'idée c'est que ce soit assez dense. Après, c'est pas non plus obligé que ce soit hyper dense. Hein. C'est pour ça, c'est pas la peine non plus de faire beaucoup plus que les doses de semis qui sont indiquées sur les sachets. Hein. Donc, si vous voulez vraiment augmenter les chances d'avoir un truc très dense, pourquoi pas les augmenter le 10-20%, mais c'est pas la peine de les doubler. Hein. Alors, il y a iPhone qui nous dit que sa moutarde a été semée début octobre, mesure déjà 60 cm. C'est impressionnant.
Je sais pas, est-ce que c'est une moutarde blanche ou une moutarde noire, à voir, hein, je sais, ouais. Mais c'est assez impressionnant d'avoir un truc qui mesure 60 centimètres en moins d'un mois, même en l'espace de 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est assez impressionnant. Je pense que tu dois avoir un bon sol quand même pour, pour que ça puisse pousser de façon aussi énorme. Alors là, c'est clair que cette moutarde-là, elle passera pas la première gelée, hein. Dès que le gel va arriver, ça va, mais bon, ça va faire aussi un bon mulch sur le sol, donc c'est pas mal. Donc là, typiquement, alors c'est dommage que j'ai pas ton prénom, je juste iPhone, je sais pas qui se cache derrière, derrière iPhone. Mais là, typiquement, c'est un couvert qui va être très intéressant en précédent de culture primeur. Donc sur cette parcelle-là, tu vas pas avoir grand-chose à faire. Ta moutarde va geler sûrement dès le mois de décembre, peut-être au plus tard au mois de janvier si vraiment l'hiver est tardif. À moutarde blanche, le sol c'est du sable. Ok, il y a Arcachon. Ok. Hubert, tu t'appelles. Ok, c'est mieux que l'iPhone. Voilà, donc moutarde blanche, c'est impressionnant. La moutarde noire, c'est vrai que ça fait souvent des biomasses impressionnantes. La moutarde blanche, là, je suis assez impressionné par une telle croissance. En plus, sur du sable, ouais, qui est pas forcément extrêmement fertile, mais enfin, en tout cas, elle doit s'y plaire dans ton sol. Donc voilà, donc là, effectivement, bassin d'Arcachon, le truc, c'est que t'as peut-être pas beaucoup de gelée, là, chez toi. Là, c'est un coin que je connais assez bien, le bassin d'Arcachon. J'ai passé tous mes étés depuis quand j'étais enfant, ado et jeune adulte du côté d'Andernos. Donc du coup, effectivement, ouais, je pense quand même que tu vas avoir des gelées à un moment donné qui vont être suffisantes pour détruire ta moutarde quand elle va fleurir. Très probablement. Même si les gelées du bassin d'Arcachon sont pas hyper violentes, je pense que ça devrait suffire. Donc, si jamais c'est pas le cas, pense à détruire ta moutarde, genre début février par exemple, hein. Et là, derrière ça, tu pourras implanter des cultures primeurs. Donc là, typiquement, tu es dans un couvert qui est tout à fait adapté à un précédent de culture primeur. Donc là, envisage de mettre en culture ça dès le mois de février, mars, hein, avec, je sais pas ce que tu veux, des petits pois, des carottes, des salades, voilà, des radis, etc. Alors, toc, toc, toc. Alors là, là, je vois qu'il y a plein de questions, donc du coup, je remonte un peu, voilà, pour essayer de ne rien oublier. La moutarde. Alors, IH, si j'ai bien compris, je peux mélanger les graines de plusieurs espèces et les semer à la volée ensemble. C'est tout à fait ça, hein. C'est vraiment ça l'idée, hein. Donc, mélanger les graines, alors plusieurs espèces. 2, c'est vraiment le minimum syndical, je dirais, hein, là, une graminée, une légumineuse en général. Mais si tu peux faire 5, 10, c'est bien, quoi. Même plus que 10, pourquoi pas, hein. Existe une plante de couvert qui peut asphyxier ou limiter le liseron. Alors, sur les plantes, potentiellement oui, mais pas sur les couverts dont on vient de parler aujourd'hui. Parce que là, on parle de couverts d'hiver. Donc, on implante maintenant et qu'on va détruire fin avril, début mai. Donc, le liseron, lui, il commence sa croissance au mois de mai. Donc, avec ces couverts-là, on est coincé pour une raison de timing, hein, parce que là, il faudrait que vraiment notre couvert, il faudrait le laisser aller jusqu'au mois de juin pour qu'il puisse limiter l'ison. Donc là, alors par contre, on a des plantes, moi j'ai vu un effet de ces plantes-là sur la potentille. La potentille, elle se développe au mois d'avril. Donc là, par contre, ces couverts-là marchent assez bien sur la potentille. Sur le liseron, voilà, pour une raison de timing, ben, ça marche pas. Par contre, si vous mettez des plantes couvrantes pendant l'été, voilà, on peut essayer de limiter le liseron, mais c'est assez compliqué, malheureusement, de concurrencer le liseron. Quand j'étais dans des coins où il y avait beaucoup de liserons, mon attitude, c'était de le sarcler. Enfin, le sarcler, souvent c'était à la main, hein, souvent je soulevais le mulch et j'arrachais ce que je pouvais en dessous. Voilà. Donc de le contrôler autant que faire se peut pendant le mois de juin, juillet. Et puis à partir du mois de juillet, de toute façon, les cultures sont tellement couvrantes qu'on n'arrive plus à rentrer sur les planches. Et donc du coup, le liseron, ben, il prend sa place. Et puis voilà. Alors, tac. Chez nous, Le Mans, semi-spontané de moutarde blanche, facénie avoine 40 cm de haut, joli. Donc là, alors, avoine, il faudrait voir ce que c'est comme avoine. Est-ce que c'est de l'avoine noire? Il y a des chances que oui. Face, alors là, il faudrait, je sais pas quand a eu lieu ce semi-spontané. Hein, donc, peut-être qu'il y a la réponse. Non, alors là, il y a Pierre qui m'a fait un gros pavé. Alors, super, 40 cm de haut. Donc là, la moutarde et la facélie, il y a de très très grandes chances qu'elle gèle. L'avoine, c'est pas sûr.
Non, l'avoine, il y a des chances qu'elle passe. Alors, c'est surtout, du moins, si c'est de l'avoine noire. Si c'est de l'avoine, une avoine spéciale, genre avoine brésilienne ou autre, c'est pas sûr. Elle risque de geler, même. Si c'est de l'avoine noire classique, il y a des chances qu'elle passe. Mais du coup, qu'elle soit peut-être seule, qu'elle soit la seule plante qui restera au printemps de ce couvert. Voilà, donc pourquoi pas. Après, pourquoi pas là-dedans refaire aller envoyer un semis maintenant de pourquoi pas de pois fourragers ou quelque chose comme ça, qui va pouvoir prendre sa place quand la moutarde et la facélie auront gelé. Parce que là, il est très probable qu'elles gèlent, elles vont bientôt fleurir et elles vont geler. Voilà, au mois de décembre, il y a de grandes chances qu'elles n'aillent pas plus. Comment peut-on se débarrasser du liseron qui m'envahit encore plus depuis que le jardin a couverture de foin? Se débarrasser du liseron, bon là c'est vrai que là on est plus tout à fait sur le thème des couverts, hein. En tout cas, avec juste l'outil couvert, je trouve que le liseron c'est un peu compliqué à gérer. C'est pas lui qui va nous aider à, à gérer le liseron. Effectivement, le liseron passe extrêmement bien à travers les mulches. En fait, on le sélectionne, hein. Il y a plein de plantes spontanées qu'on élimine avec les mulches notamment. Mais par contre, le liseron, lui, on va rencontrer le sélectionner. C'est vrai aussi pour le chien de dent d'ailleurs, suivant ce qu'on a sur le terrain sur lequel on cultive, hein. Mais je ne connais pas de technique moi, pour se débarrasser du liseron. Hein, donc si quelqu'un en a, pourquoi pas. Moi, voilà, quand je jardinais dans des zones où il y avait du liseron, je me contentais de le limiter, de le contrôler, pour pas qu'il envahisse les cultures prématurément. Mais voilà, j'ai pas de méthode pour le contrôler complètement. Alors, il y a Pierre qui est passionné des travaux du docteur Christine Jones en Australie. On peut séquestrer 33 tonnes de CO2 à l'hectare par an. Enfin, je ne sais pas si c'est CO2 ou carbone, hein. Je pense que c'est plutôt carbone. Sûrement en conditions optimales, en sol vivant couvert toute l'année par les plantes vertes, même si nous pouvons prétendre de tels résultats. Tout cet stress. Une partie des 9 tonnes de carbone séquestrées par hectare et par an serait bénéfique pour l'agriculture et bon pour l'environnement. OK. À partir de quel stade de végétation un engrais vert peut-on penser avoir un effet bénéfique sur les oxydes racinaires? Alors, les oxydes racinaires, vous en avez tout le temps. Dès que vous avez une plante vivante, vous avez une partie des composés qu'elle synthétise qui sont libérés dans le sol. Alors, bien sûr, plus vous avancez en végétation, plus la plante grossit, et donc plus vous avez de. Alors, exudat, c'est qu'une partie, vous avez donc de ce qu'on appelle la rhizodéposition, hein, donc la sécrétion par les racines de matière organique dans la terre, hein. Donc ça, voilà, de toute façon, aussi bien sur un couvert que sur une culture, on en a, mais encore plus sur un couvert parce qu'on est souvent très très dense au niveau de la végétation, et donc on amène effectivement pendant la période, donc ça va surtout être un effet très marqué au mois de mars et surtout avril, hein, où on va avoir énormément effectivement de rhizodéposition qui vont bénéficier à l'activité bactérienne du sol, tout à fait. Alors, Alain nous dit, oui, c'est de l'avoine à graines nues. L'avoine a eu lieu depuis août, d'accord. Avoine à graines nues, d'accord. Donc, à voir. Donc, est-ce qu'elle passe l'hiver? Je ne saurais pas te dire. Bah, tu verras, tu pourras éventuellement revenir et me dire si ce qui s'est passé avec cette avoine. Est-ce qu'elle a passé l'hiver? Si tu vois qu'elle passe pas l'hiver, bah, c'est que c'est comme pour Hubert juste avant. C'est un excellent précédent pour une culture primaire, pour mettre en culture au mois de février-mars. Si par contre ça passe l'hiver, pourquoi pas aller la faire aller plus loin. Sur une culture en lasagne, sachant qu'on est en altitude, on a mis surtout de l'herbe de tonte en couvert. Alors là, attention, là, tu parles de mulch, hein. Là, je parle vraiment de couverts végétaux, donc de plantes vivantes. Serait-ce bien de mettre de la sciure ou des feuilles pour l'apport carbone, car je pense qu'au niveau azote, c'est déjà pas mal. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste des lasagnes. Personnellement, j'en ai jamais fait, hein, parce que je pense que la lasagne, c'est surtout intéressant dans un contexte d'agriculture urbaine où on n'a pas de sol ou éventuellement à la campagne, si on a vraiment un sol qui est trop superficiel, très caillouteux, où on est vraiment sur de la roche, bon, pourquoi pas. Bon, globalement, je trouve que c'est pas forcément très très intéressant la lasagne. Je préfère cultiver sous des mulches et utiliser ces matières pour faire des mulches. Donc, est-ce qu'il serait bien de mettre de la sciure? Oui, peut-être. Je préfère pas trop me mouiller parce que je suis pas du tout un spécialiste de cette question-là. Alain, donc oui, Alain, donc toi tu me parles de la. Donc ouais, Laurent, donc bonne soirée à toi puisque tu dois nous quitter, et Rudy également, bonne soirée.
Elle a passé l'hiver dernier, d'accord. Ok, donc si elle a passé l'hiver dernier, c'est que c'est ok, c'est qu'elle est pas gélive, hein. Donc là, bah, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Donc là, à mon avis, il y a deux stratégies dans ce cas-là. C'est intéressant, je trouve, ce cas-là, parce que je pense que la moutarde et la facélie gèleront. Donc là, je pense que là, là, tu n'auras pas de, de soucis là-dessus. Donc ça va te faire déjà un mulch. Et donc sur cette avoine, après, donc tu vas avoir un choix à faire au mois de février. Soit tu la gardes, soit tu la gardes pas. Donc, si elle est déjà haute, bon, donc tu vas la faire sûrement encore plus haute à ce moment-là. Donc là, tu pourras choisir, par exemple, de la faucher, de mettre une bâche pendant 3 semaines et puis ensuite d'aller envoyer des coutures primeurs dessus. C'est une possibilité. Ben, soit tu la laisses aller jusqu'au mois d'avril, comme on a dit, pour les couverts qu'on implante maintenant. Donc là, voilà, tu auras vraiment un choix à effectuer. Je dis une bâche parce que elle aura probablement pas fleuri, hein, l'avoine au mois de février. Donc effectivement, tu risques d'avoir peut-être un peu de mal à la détruire ou alors peut-être un léger travail du sol pour la sarcler un petit peu. Alors c'est dommage parce que le travail du sol vient un peu casser la structure qui a été faite par les plantes et notamment par l'avoine. Mais bon, voilà, ça peut être une solution et pour aller implanter après des cultures primeurs, hein, pourquoi pas. Hein, donc voilà, c'est des situations assez intéressantes. Donc là, on est vraiment en précédent de culture primaire. Le seigle est allélopathique. Quand est-ce que vous mettez en place la culture suivante après destruction du couvert? Alors attention, l'allélopathie, bon déjà c'est des phénomènes qui sont pas tous très très bien connus. Il y a plusieurs formes d'allélopathie. Il y a les plantes vivantes, des fois entre elles, qui se repoussent, hein, voilà, comme ce qu'on observe dans certaines forêts, entre le hêtre et le sapin, par exemple. Euh, mais euh, mais l'allélopathie, après, quand vous avez des plantes qui se décomposent, donc du verre notamment qui se décompose, là, toutes les plantes sont allélopathiques, en fait, hein, quand vous avez la matière verte qui se décompose sur le sol. C'est allélopathique si la graine est au contact des plantes qui se décomposent. À partir du moment où vous allez implanter une culture, par exemple, si vous faites un semis, pardon, une plantation, un repiquage, pardon, dans le sol, là, l'allélopathie n'aura aucun effet là-dessus, aucun effet sur le développement de votre plante. Si vous repiquez des tomates, par exemple, ça ne peut poser aucun problème. Si vous mettez des graines que vous enfoncez dans le sol, comme des graines de courge ou des graines de haricots, ça va poser aucun problème aussi. Ou même des graines de maïs, hein, vous avez dans certains céréaliers qui vont, par exemple, derrière des couverts de févrole, par exemple, qui vont rouler le couvert avec le rouleau qui est à l'avant du tracteur, et à l'arrière du tracteur, vous avez le semoir qui sème le maïs, hein. Donc là, vous avez attendu 20 secondes entre la destruction et le semis, le temps que le tracteur passe. Même 10 secondes, même. Ça va assez vite souvent. Donc voilà, donc du coup, on n'a pas du tout obligé on n'est pas du tout obligé de laisser un temps important entre la destruction du couvert et la mise en culture. Là où c'est important de faire ce laps de temps, c'est si on enfouit le couvert. Et c'est assez logique. Si on enfouit le couvert, on se retrouve avec de la matière verte dans la terre. Et donc, du coup, la matière verte qui est dans la terre, elle va avoir un effet allélopathique. Et si vous semez vos graines là-dedans dans la terre, eh bien là, par contre, elles vont subir cet effet-là. Mais si vous laissez ça en surface et que vous semez vos graines ou que vous repiquez vos plants bien dans la terre, vous n'avez pas ce problème d'allélopathie. Alors, Xavier, voilà. Voilà, c'est ça, ce que tu dis, Nathalie, ouais, ça revient du semi-direct, hein. Donc ça, c'est un peu l'ADN de mon blog, hein. On est un peu sur du semi ou de la plantation sans travail du sol préalable, hein. Donc Xavier qui nous dit: le seul moyen de limiter le liseron que j'ai trouvé, c'est de greliner, de ramasser un à un les rhizomes, plus mise en sac et poubelle noire. Technique très longue, décontamination de 6 ou 8 mètres carrés en 2 heures. Dès que je vois une pousse, je l'enlève soigneusement à la bêche, un travail de Romain. Effectivement, voilà, là, si on veut vraiment voilà, faire disparaître ce plante du potager, ben, c'est effectivement ça qu'il faut faire. Bon, personnellement, j'ai jamais eu la patience, ni l'envie, ni la motivation pour faire ce genre de choses. Pareil, on pourrait dire exactement pareil pour le chien dent d'ailleurs, hein, mais c'est effectivement un travail de Robin. Donc là, après, c'est à vous de juger donc, ce que vous avez envie de faire, hein, ou pas. Voilà. Donc Jacques, voilà, bonne soirée à toi. Est-ce que tu t'en vas aussi? Voilà, donc je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les mises en place de couverts, les choix d'espèces, les façons de les gérer, soit de les mettre en place, soit de les conduire, soit de les détruire? Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être arrêter là pour ce soir.
D'accord, donc bon, en tout cas, merci en tout cas à tous pour votre participation. Hein, voilà, surtout que ça s'est passé, voilà, j'ai annoncé un peu tardivement, j'ai annoncé à peine plus de 48 heures avant. Donc, ah, pardon, une question de Nathalie. Couvert de printemps plus tard, tu veux dire implanter un couvert au printemps? J'imagine, bien sûr, après on peut tout à fait, si tu as des planches de libre entre le mois de mars et le mois de juin, tu peux tout à fait implanter un couvert à ce moment-là, bien sûr. Après, voilà, il y a toutes sortes de moments où on peut implanter. Sur une parcelle classique, vu qu'on risque d'avoir bientôt du gel et qu'on ne veut pas semer, que conseilles-tu comme couvert non semé? Oups. Un couvert, alors pour moi, un couvert est forcément semé. Hein. On ne va pas faire un couvert par repiquage. Hein. Voilà. Donc non, c'est forcément par semis. Et puis les plantes qu'on a choisies, elles résistent au gel, donc le gel n'est pas un problème. Donc c'est un peu toutes les plantes que j'ai citées là qu'on vient tout à fait à semer un couvert là maintenant. Ok, donc merci à tous. Et puis voilà, donc désolé pour l'annonce un petit peu tardive. Donc l'enregistrement est donc toujours en cours. Donc voilà, je vais pouvoir mettre en ligne. Alors je ne vous promets pas exactement quand, ce sera peut-être dimanche ou lundi que je mettrai en ligne la conférence, parce que ça prend un petit peu de temps voilà, de retraiter un petit peu la vidéo et puis ensuite de la mettre en ligne. C'est des fichiers très lourds, ça met beaucoup de temps. Voilà, donc c'est pour très bientôt. Vous serez bien sûr averti par mail lorsqu'elle sera en ligne. Et voilà, donc je ne sais pas quand aura lieu la prochaine, parce que là je vais partir au Ghana au mois de novembre, donc je ne vais sûrement pas en faire en novembre. Donc peut-être une au mois de décembre, une mois de décembre voilà, sur un autre thème, on va voir à définir d'ici là. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.